Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Diaspora Télévision Suisse. Nous allons aborder un thème brûlant de l'actualité, bien qu'ayant été à plusieurs reprises meublé certains de nos programmes. Bien sûr, après avoir été interpellé par la police, le sujet est tout brûlant. Un Américain nommé George Floyd était loin de s'en douter que ce serait une issue fatale. Bien sûr, genoux sur le sol du policier l'ayant interpellé, de la ville de Minneapolis, autant pour moi, posé sur son cou pendant 8 longues minutes, il n'a pas arrêté de supplier les forces de l'ordre avec le peu de force qui lui restait. « I can't breathe », je ne peux pas respirer, ont été les dernières paroles de ce noir américain qui déclenchera par la suite une vague d'indignation à travers le monde. En Amérique, en Europe, en Afrique et même au-delà, ils se sont tous alliés à la cause pour dénoncer les actes racistes de la police et de la société en général, bravant parfois la peur d'être infecté par le coronavirus, cette pandémie qui est devenue négativement la star de l'année 2020. En Suisse, des manifestations pour la dénonciation du racisme se sont organisées dans diverses villes helvétiques. Genève, Lausanne, Zurich, Fribourg, pour ne citer que celle-là. Ce soir, pour en parler, nous avons deux invités. Bonsoir Josiane Kayser. Bonsoir Janvier. Bienvenue sur le plateau de Diaspora Télévision. Merci. Vous êtes entrepreneuse. Je rappelle que vous êtes dans la santé et le bien-être. On y reviendra. Madame Amel Bouchiba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et pour revenir justement à vous, nous allons regarder cette vidéo qui résume quelques manifestations observées ça et là dans les villes suisses. Tout le temps, on a eu des problèmes ici à Zurich et partout dans le monde, vous voyez. On est toujours persécutés, on a toujours des problèmes, on est toujours dernier. Je suis là parce que je pense qu'on est dans un système qui a besoin de changement. Et vu qu'en tant que métisse, j'ai aussi le côté noir, j'ai envie de pouvoir me battre contre les personnes et contre le système justement qui oppresse les noirs et les personnes de couleur. En fait, je suis là, je veux ma justice, ma loi. En fait, c'est pas pour moi aussi, pour tous les Noirs. Je suis là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de différence. Il faut soutenir tout le monde et avec mes copines, c'est important. C'est important parce que ça fait longtemps qu'on devrait faire les manifestations comme ça. J'espère que ça va changer, mais on pense aussi que le confinement changerait quelque chose. Et puis l'industrie est repartie comme avant, et puis les gens, ils font toujours les mêmes conneries. Parce que nous sommes tous nés égaux, nous sommes tous nés humains, nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. Il faudrait qu'on accepte pour vivre dans une société équitable, que chacun soit égal à l'autre. C'est ça aujourd'hui le monde que nous vivons. Et quand je regarde aussi la masse de gens qui sont là, je comprends que le racisme ne touche pas qu'une minorité, parce que tout le monde est représenté. Il y a aussi des Blancs, il y a aussi des Chinois, il y a aussi des Noirs. Tout le peuple est représenté ici. C'est ça aussi le monde que nous voulons construire. On veut réparer le cœur des gens, réparer le cœur des gens.
Retour sur le plateau de Diaspora Télévision Suisse après avoir regardé justement cette vidéo. Vous avez eu à voir les manifestations dans diverses villes. On parle aujourd'hui du racisme. Madame Bouchiba, une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci. La première question, je m'en vais poser, elle est à vous. Comment et d'où vient le racisme dont on en parle tant? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Bonsoir, madame. Bonsoir. À vrai dire, personne ne sait d'où ça vient et tout le monde le sait. Alors, dans ce sens, on ne sait pas à partir de quand on a commencé de parler de race humaine. Oui. A priori, les humains sont une seule race. Il n'y a pas des différentes races. Quand on fait référence, par exemple, à la lignée animale, c'est là, ou bien végétale, et c'est là où on parle des races. Hein. Il y a donc des différentes races, et après il y a des différentes familles des animaux, ou bien des plantes. Mais concernant l'homme, concernant l'humain, il n'y a pas de différentes races, il y a une seule, c'est la race humaine. Cela dit, ça c'est l'idéal, hein, c'est un petit peu la théorie idéaliste. Oui. Par contre, sur le terrain, on peut parler quand même, et dans la réalité, on peut parler des plusieurs racismes. Alors d'où ça vient, je n'ai pas la réponse, mais on pourra quand même un peu discuter pour voir quand est-ce qu'on a commencé, ou quand est-ce que le racisme est commencé à être visible dans nos sociétés. Oui. Et puis, donc, je pense quand même qu'il faut un petit peu s'attarder sur ce terme. Il faut s'attarder sur ces termes pour parler du racisme. Vous, Madame Kayser, une fois de plus, bonsoir déjà. Bonsoir. Quand vous entendez parler aujourd'hui de racisme, pourquoi est-ce qu'il y a du racisme? Merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Je suis très ravie de parler du racisme parce que je fais partie de ces personnes qui ne croient pas au racisme. Comme disait ma sœur ici présente, Madame Bouchiba, pour moi, effectivement, la seule race qui existe, c'est la race humaine. Alors, vous pouvez répéter votre question? Pourquoi y a-t-il du racisme? On distingue aujourd'hui, on entend aussi et là du racisme, antiracisme. Pourquoi y a-t-il du racisme? Voilà, c'était un peu ce que j'étais en train de raconter, c'est que j'ai toujours cru que l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas, que l'être humain a peur de ce qui ne le ressemble pas, et puis que cet amour du pouvoir, de domination des peuples, d'assouvissement, a emmené une classe de la population à vouloir... à vouloir faire du distinguo, asservir ou à vouloir écraser un peu une autre classe. Alors ça crée une forme de discrimination, de déséquilibre qui pour moi est un peu la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Mais quand on regarde autour de nous, la principale raison, c'est vrai, hein, vous m'avez dit à l'entame de cette entrevue, vous ne voyez pas, on ne parlerait pas justement du racisme parce qu'on parle, la race humaine devrait être unique, mais quelle est la principale raison de ce racisme? Au-delà même du fait que vous avez dit tout à l'heure, pour vous ça n'existe pas, mais c'est un fait. Quelle est la principale raison de l'existence? S'il y a un terme, ça veut dire qu'il y a bien eu à un moment donné ces effets, le racisme, ça existe bel et bien. Non, ça existe bel et bien, on est d'accord. Hein. Quand on dit que ça existe, ça ne devrait pas exister, en tout cas en tant que concept, en tant que réalité aussi, mais c'est vrai que on vit les effets de ce fluo, de ce phénomène depuis... c'est quoi la raison alors? À mon avis, si je me permets, je crois que c'est une question de pouvoir avant tout, et ce n'est pas une question de distinction raciale. Partant, je le répète, j'insiste, partant de principe que les humains sont tous une race unique, que ce soit un blanc, un rouge, un noir ou autre, on appartient à la même race. On a les mêmes besoins fondamentaux et puis les mêmes... voilà. Donc, partant de ça, j'insiste quand même, partant de ce principe, de ce constat, on dit qu'après, l'humain
a voulu, comme pour toute autre chose autour de lui, dans son environnement, il a voulu mettre son empreinte ou bien sa main dessus. Oui. Et puis, ce qui a fait qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris ce pouvoir de dire « nous sommes la race qui a le droit de s'appeler humain, oui. de s'appeler l'homme blanc, par exemple. Vous parlez d'un groupe, c'était justement la question suivante que j'allais poser. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes plus racistes? Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, si je me base sur les études, en tout cas le domaine des sciences sociales, oui. et c'est là où cette question est plus... je rappelle justement que c'est votre domaine d'activité. Voilà. Vous êtes dans le social. Exactement. Alors, continuez à développer votre idée. Voilà, c'est un petit peu... c'est dans le sens où c'est ce terme, cette notion, ou ce concept de racisme, oui. donc vouloir séparer les humains dans des races, selon des races. Ce sont plutôt les sciences sociales qui sont attardées dessus pour vouloir un petit peu comprendre ce qui se passe et pourquoi on est arrivé, en tout cas au XXe siècle, à une visibilité sociale de racisme bien prononcée. D'accord. Et donc, je me permets, donc je vais juste dresser juste un petit rappel historico-sociologique du terme. Allez-y. Le racisme existe bel et bien depuis la nuit de temps, comme des autres fléaux humains qui existent, on est d'accord. Mais on a commencé à prendre conscience de ça lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 20 et les années 30, les sociologues et puis les travailleurs sociaux ont pris conscience tout à coup qu'il y a quelque chose qui essaye de distinguer, de discriminer des groupes par rapport à des autres. D'accord. Et là, bien sûr, disons les choses telles qu'elles sont, c'est bien sûr les penseurs blancs ou les penseurs européens, oui. Oui. Anglo-saxons, qu'ils ont fait aussi, puis merci aussi à eux, ils se sont attardés sur cette question, qu'ils ont essayé de nous donner des résultats et des conclusions scientifiques pour comprendre ce qui se passe. L'origine, oui. Et du coup, essayer de mettre des dispositifs pour remédier et trouver des solutions. Donc dans les années 20, par exemple, quand on commençait à parler de racisme, oui. C'était plutôt dans ce contexte nazi-juif. C'est pas encore, on parlait pas encore de la couleur, de la couleur ou bien la religion. Enfin, la religion si, oui, mais dans ce contexte-là européen, le racisme, c'était plutôt une doctrine. On parlait d'un discours haineux. C'est ça le racisme. Une théorie discriminatoire, c'est ça le racisme. Et tout à coup, après la Deuxième Guerre mondiale et puis après la guerre froide, on a commencé à avoir des autres effets de ce fléau. Et là, on a commencé à désigner le racisme par un comportement. Parce qu'il faudrait savoir aussi que quand on parle de racisme, il faut bien savoir de quoi on parle. Bien entendu. Est-ce qu'une situation de racisme? Est-ce qu'un acte racial? Est-ce qu'un groupe raciste? Enfin, voilà, le racisme englobe tellement de définitions. Tout à fait. Il n'y a pas un accord sur la définition de racisme, même dans le domaine académique et scientifique. C'est un terme indéfinissable. Donc, on ne peut pas dire le racisme, c'est. D'accord. Non, il y a une pluralité de racismes. Les racismes sont, et on essaye un petit peu de décortiquer la chose et comprendre pourquoi c'est là. Donc, cela dit, voilà, même si on essaye de comprendre les raisons du racisme, ouais. À mon avis, c'est un débat, c'est un faux débat. Il ne faut pas s'attarder sur ça. Ça existe, c'est là. Ça existe. Voilà, et puis essayons de trouver, pas les solutions miracles, on n'a pas de formule magique pour ça, mais d'essayer de trouver quand même des moyens, des dispositifs pour comprendre avant tout. Tout à fait. À mon avis, comprendre le phénomène. Écouter les victimes, mais aussi ça, on fait peu, à mon avis, on peut vraiment peu de s'attarder sur les auteurs de racisme. D'accord. Voilà. Madame Kayser, je m'attarde sur la question, je vous retourne également à la question. Quelle est la raison principale du racisme, à votre avis ? Moi, je pense que comprendre le racisme, c'est aussi comprendre ce qu'ont vécu le peuple noir depuis l'esclavage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
j'ai pas une énorme connaissance là-dessus, mais de mes lectures, les Noirs étaient mis dans des zoos où ils pouvaient animer ou divertir les personnes qui venaient dans les zoos à l'époque. Et ça, suivi de l'esclavage, tout cela a créé en fait dans l'enseignement, dans l'éducation, une forme de racisme vis-à-vis du peuple noir, par exemple. Hein, on retrouve le racisme dans différents peuples et les Indiens aussi ont connu un énorme problème de racisme. À un moment donné, on se demandait même s'ils avaient une âme, si les Noirs ou les Indiens avaient une âme, et selon ça, on pouvait les classifier, s'ils pouvaient être mis dans un zoo à animer comme des animaux, tout simplement. Donc tout ça pour dire que de ce que j'ai compris moi, c'est que le racisme a été enseigné. Le racisme a été enseigné de génération en génération. Qu'aujourd'hui, on peut retrouver des racismes complètement inconscients, où les gens ils sont même pas conscients qu'ils sont racistes, parce que c'est tellement ancré dans nos mœurs, dans nos habitudes. C'est ancré. Et puis, il y a ces mémoires corporelles et transgénérationnelles qui fait qu'on se retrouve des fois à avoir des propos racistes sans être fondamentalement raciste dans l'idéologie. Voilà. Parce que le racisme, pour moi, c'est une idéologie qui va entraîner un peuple à vouloir écraser un autre pour pouvoir avoir du pouvoir, tout simplement. Donc, c'est là où moi, je me suis déplacée au Sénégal, à l'île de Gorée, par exemple. J'avais besoin de comprendre l'histoire du peuple noir, l'histoire de l'esclavage. Qu'est-ce qu'avaient vécu mes ancêtres, parce que cette compréhension était en fait libérateur pour moi. Parce qu'aujourd'hui, le racisme a causé chez des peuples afrodescendants comme moi des comportements qu'on ne comprend pas toujours, ou des attitudes, ou un sentiment d'infériorité. On va y arriver, je pense, mais j'extrapole déjà un peu, mais on se rend compte que les conséquences du racisme sont graves aujourd'hui pour le peuple noir. D'accord. Et donc, du coup, cette compréhension, ce retour aux sources, ce retour à la terre de nos ancêtres nous permet de comprendre l'histoire et de comprendre comment le racisme s'est propagé comme une maladie jusqu'à aujourd'hui nous détruire profondément de façon complètement sournoise aussi. Donc, vous parlez de propagation. Si je me permets, je rebondirai dessus. Puis de revenir sur la question, on s'attarde souvent, on a tellement des études scientifiques ou bien des écrits vulgaires ou bien des livres et des romans sur les victimes. Mais on peu se sont attardés sur les auteurs du racisme. Et quand qu'est-ce que je veux dire par auteur? Qui c'est qui a écrit le racisme? Très bien dit, le racisme a été enseigné. Le racisme a été, d'une manière, disons, volontaire, enseigné et puis éduqué. Tout à fait. Quand on voit, par exemple, je reviens sur la figure de Tintin, qui se déplace en Afrique, mais c'est de petits Africains qui portent Tintin. Et ça fait chez l'enfant, pas que l'enfant blanc, c'est un conditionnement de l'un par rapport à l'autre. Exactement, c'est un conditionnement déjà, à partir de la première socialisation, à partir de 3-4 ans, l'enfant qui reçoit cette éducation, pour lui, tout spontanément, avec cette âme, avec cet esprit enfantin et avec cette compréhension enfantine, il va se dire, un noir, il doit être en bas et un blanc, il devrait être en haut. C'est peut-être un peu trop simpliste de le dire comme ça, mais c'est une réalité. C'est juste aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu avec la ségrégation. C'est l'acculturation, c'est ça. Quand on demande, par exemple, aujourd'hui, pour revenir aujourd'hui, ne pas parler de Tintin et je ne sais pas qui, aujourd'hui, dans l'éducation, quand on veut, par exemple, si on veut changer, on devrait changer plein de choses, et beaucoup de choses, et surtout dans les manuels scolaires. C'est une chose très importante. Une réforme en prenant compte qu'en fait, d'une manière voulue ou pas, je ne sais pas, je n'étais pas là quand ils ont écrit ces manuels, mais je me dis que là, une réforme, revisiter les manuels scolaires en Afrique avant tout,
Oui, hein. oui. Chez nous, moi je suis d'origine africaine aussi, et j'ai fait ma scolarité primaire et secondaire en Tunisie, et je me rappelle très bien que tout ce qui était les héros, les héroïnes aussi, hein, Oui, surtout oui, pour revenir sur les femmes les bandes aussi, dessinées, les bandes dessinées, tout ça, je me rappelle que c'était toujours des blancs. Des personnes blanches. Les noirs ou même les un peu basanés ont toujours et souvent des rôles secondaires. Et donc, on apprend, ou pas de rôle du tout. Et donc, par exemple, si j'ose juste parler, en Tunisie, par exemple, on parle de racisme aussi entre les Blancs, les Tunisiens blancs et les Tunisiens noirs. J'ai grandi dans un quartier où mes voisins étaient des Tunisiens de couleur de peau noire. Oui. En étant petite, je jouais sans avoir une arrière ou sans voir qu'il y avait une différence de couleur, de peau. À un certain moment, arrivant à l'âge d'adolescence, et puis en commençant à devoir choisir des partenaires ou tomber amoureuse, et tout à coup, il y a des interdictions et on arrive. On y reviendra sur la question hein, quand il s'agira. Mais puisqu'on parle d'enseignement, de doctrine, de manière de vivre selon ce principe qui aurait été... Est-ce qu'au final, le racisme, ce n'est pas une forme particulière de sectarisme? C'est vrai que c'est un peu trop dur de poser la question, mais quand on voit comment le racisme, le rapport de force entre les adolescents aujourd'hui, qui vont plus tard certainement, vont reporter ce qu'ils ont connu chez les personnes aujourd'hui qui font de la discrimination raciale, est-ce que ce n'est pas une forme de sectarisme? Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas trop s'attarder sur cette question. C'est tout à fait, c'est des discriminations. Bien sûr. C'est non fondées, bien sûr, mais qui trouvent leur légitimité. On peut estimer que c'est un sectarisme enseigné au registre personnel, familial, pour certains. Alors, j'imagine bien que quand la famille, hein, c'est le premier noyau. Hein, c'est le premier... c'est tout découle. Voilà. Et je crois bien que dans ce qu'on appelle, Bourdieu, il distingue entre les capitaux, par exemple, et on a le capital culturel, qu'on reçoit principalement de la famille, les amis et tout. Donc, dans ce capital culturel, si les parents ou bien l'environnement ne fait pas attention sur cette question et puis n'essaye pas de, disons, relativiser un petit peu ces préjugés sur les personnes noires ou bien sur les personnes musulmanes ou sur les arabes ou je sais pas, ou sur le kosovar ou bien on a plein en Suisse. Il y a plein d'exemples. On a plein d'exemples en Suisse. Si on n'est pas attention à ça et on essaye vraiment d'éviter d'enseigner et puis d'inculquer ces discriminations-là, on arrive peut-être à en produire des générations qui ne feront pas cette reproduction sociale de discrimination et des discours haineux. Comme vous le dites bien, Janvier, c'est ça. C'est qu'en fait, si on arrive à faire ça avec la petite enfance pendant les premières années, on va éviter à l'âge de l'adolescence. Et c'est là, c'est cet âge-là où il y a cette effervescence et puis ce vif élan de s'identifier à un groupe. Là, on va peut-être réussir à éviter le sectarisme. Vous êtes toujours sur Diaspora Télévision Suisse. Vous faites bien de nous regarder. Chaîne de télévision à caractère culturel aussi, mais ce soir on parle du racisme particulièrement. Et sur le plateau, nous avons deux invités. Nous avons bien sûr Madame Amel Bouchibar, qui est travailleuse sociale, et Madame Josiane Kayser, entrepreneuse dans la santé et le bien-être. Justement à vous, Madame Kayser, j'aimerais poser cette question. Dans quel cas la discrimination raciale se produit-elle? C'est vrai que posé comme ça, on ne peut pas tout de suite les énumérer, mais on aimerait bien connaître parfois, parce qu'autour de nous, hein, on saurait nier le fait que voilà, il y a des choses qui se passent et qui ressembleraient à ce racisme. Mais dans quel cas est-ce que cette discrimination raciale se produit? Il y a énormément de cas, même si moi, comme je vous ai dit au début,
j'ai fait un choix inconscient de ne pas voir ces cas ou de ne pas les sentir ou les vivre. Juste, moi, pour la petite histoire, je suis partie du Cameroun, je suis née au Cameroun. D'accord. Je suis partie du Cameroun à l'âge de 15 ans. Oui. Et quand je suis arrivée en France, je suis arrivée dans un lycée européen où on parlait plusieurs langues. Et dès le départ, on m'a orientée vers une classe dite pour les personnes ou les jeunes qui avaient un niveau un peu plus faible. Voilà. Donc, moi, déjà là, je me suis... je me suis sentie... c'est vrai que ça fait marrer baisser les réalités, qui existent. Et ça, voilà, je vous raconte mon histoire, comme ça, ça répond, bien entendu, à votre question. Mais là, je me suis sentie déjà un peu discriminée comme ça. Mais pour moi, c'était pas... voilà, je pense que je suis née avec ça, où j'ai un peu refusé, je pense, de me dire « Ah, c'est parce que je suis noire » et devenir une victime. Je refuse d'être une victime. Donc, je me suis dit « Ok, je le prends comme un défi. Je souhaite aller dans la classe scientifique parce que je pense qu'en travaillant, je peux y arriver. » Ok, alors en me battant un peu, je suis partie dans cette classe scientifique et j'ai tout à fait réussi. Mais dans la classe, j'ai senti que voilà, il y avait les copains de classe me regardaient vraiment avec un air de dire mais elle sort d'où? Elle a un accent? Est-ce qu'elle comprend tout ce qu'on lui dit? Est-ce que voilà, au niveau de toutes les langues qu'il parlait, c'est clair. Moi, je les maîtrisais pas tous, mais bon, la preuve, ils ne maîtrisent pas le bamileke non plus. Hein. C'est clair. Mais voilà, je me suis dit, je vais apprendre, je vais me mettre ça comme défi. Ouais. Et ce regard de l'autre sur moi m'a plutôt boosté, motivé et entraîné à me dépasser pour pouvoir arriver à mes fins et m'intégrer et me sentir bien. Donc la notion de racisme aujourd'hui se manifeste. Je vois par exemple, mais je sais un peu l'histoire de ma vie, mais mes beaux-parents m'ont... de temps en temps dit « Ah mais Josie, fais-nous de l'humour noir » ou c'est complètement inconscient. Et pour moi, c'est là où on arrive dans un racisme inconscient qui n'est pas basé sur une idéologie de racisme, mais sur des habitudes qui sont un peu, voilà, qui sont un peu ancrées, comme on parle de tête au choco enfin, on parle pas de la tête preuve au choco, aujourd'hui, ces derniers jours, il y a beaucoup de firmes internationales qui ont eux-mêmes choisi de censurer certains de leurs produits. Exactement. C'est pas pour vous interrompre, c'est pour justement appuyer votre manière de penser. C'est justement ça, c'est que le racisme se manifeste de façon consciente et inconsciente, mais la plupart du temps, je pense quand même inconsciente, parce que l'être humain, profondément, il est conscient que qu'il soit noir ou blanc, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, où je devais soigner des patients, dans cet état de maladie où, au final, où des fois, on n'a plus grand-chose à perdre. Le patient n'a même plus parfois de force de distinguer. Il ne me regardait pas comme si j'étais une personne différente. Au contraire, que pouvez-vous faire pour m'aider ? Là, il y a une fraternité, il y a un soutien, il y a une solidarité, où là, la peau, quelle est la différence entre la couleur de la peau et la couleur des yeux, par exemple? Moi, voilà, j'ai toujours emmené, moi, mon regard dans la société avec cette vision-là que, comme disait Bob Marley, je crois, la couleur de la peau n'est pas plus différente ou plus distinguante que la couleur des yeux, par exemple. Il disait ça dans une chanson. Je la dis pas aussi bien que lui, mais les manifestations du racisme sont pour moi la plupart du temps inconscientes, parce que dès lors que j'ai dit à mon beau-père, pour finir avec cette histoire, est-ce que tu te rends compte qu'au bout de la 4e fois que tu me demandes de faire de l'humour noir, est-ce que tu te rends compte que je pourrais le prendre comme un acte raciste? Ah ouais, en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Et c'est ça qui se passe la plupart du temps, c'est que comme on enseigne le racisme depuis la nuit des temps dans nos habitudes, on peut désenseigner, je ne sais pas si ça se dit, mais on peut désancrer ou nettoyer aussi, voilà, par des moments de recadrage comme ça, comme j'ai pu faire, ou à enseigner une autre manière de voir le monde, ou à sortir simplement de l'amour du pouvoir pour adhérer le pouvoir de l'amour. C'est bien dit. Très bien dit, Madame Bouchiba, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une race, un groupe culturel qui soit supérieur aux autres? Est-ce qu'on peut regarder le monde de cette manière pour dire, voilà, il y a certains qui sont supérieurs, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais formuler, mais est-ce qu'il existe aujourd'hui des groupes raciaux qui pourraient se considérer comme étant supérieurs aux autres?
À cette question, je vais dire non, mais un non fait, parce que je considère qu'il n'y a pas de race. Par contre, je reviens sur ce qui a été dit avant, c'est qu'une histoire de pouvoir, de supériorité, donc c'est plus une histoire de race, c'est une histoire de pouvoir. Qui a le pouvoir? Il l'exerce sur qui? Et pourquoi? C'est ça. Hein? Alors, le pourquoi, on le sait, c'est la volonté, cette volonté humaine aussi, hein, de vouloir tout avoir pour lui, pour sa famille, pour sa communauté. C'est quelque chose qui demeure et reste avec nous malgré la modernité, le postmodernisme et tout ça, mais c'est quelque chose de très ancré, c'est quelque chose d'humain. L'humain aimerait avoir toujours plus et plus pour lui et puis pour sa famille et sa communauté, qu'il soit blanc, rouge, noir ou autre. D'accord. Mais pour revenir sur ce que vous dites avant, donc c'est une question de pouvoir. Il y a un groupe aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face quand même. Peut-être le groupe lui-même, le groupe qui est en supérieur aujourd'hui, il a intérêt à se voiler la face. Mais je veux dire, mais pas nous. Hein. Aujourd'hui, on est à l'ANERA, alors on essaie d'un petit peu aussi d'amener quelque chose de peut-être qui a un peu plus de véracité, quelque chose qui est plus proche aux gens. On est issus de la migration, on vit dans un pays d'accueil, un pays qui peut-être n'a pas la même religion, où les gens d'ici n'ont pas la même religion, n'ont pas la même couleur de peau, n'ont pas les mêmes culture. Hein, et la culture, il y a la langue, la religion. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'architecture, il y a tout, il y a notre patrimoine, il y a tout ça. Et donc, je ne pensais pas qu'il y a un groupe supérieur, mais peut-être qu'il y a des éléments hein, dans notre dans notre société. Et je parle maintenant de la Suisse, parce que sinon, si on va tomber dans la catégorisation et dire, voilà, alors les Américains et les Européens, c'est eux qui décident, les Africains, les Indiens, ils ont rien à dire. Restons en Suisse. Ça, c'est un niveau qui est très macro, et puis on ne peut pas, nous, à notre petit niveau ici, en débattre. Sur notre niveau micro, la Suisse, je crois que ça dépend de quel canton, dans quel canton on vit. On va quand même sentir qu'il y a quelques différences. Je ne suis pas d'accord de dire la Suisse est raciste. Une affirmation comme ça, non, je suis contre. Mais de dire qu'en Suisse, aujourd'hui, existent des comportements discriminatoires envers des personnes qui pensent autrement, qu'ils ont une autre couleur, qu'ils ont une autre religion, ou bien tout à fait, enfin, un autre avis, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc ça existe, mais je ne pense pas que je ne peux pas affirmer aujourd'hui, confirmer que, voilà, les Suisses de souche, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a là, les Suisses de souche sont racistes envers les Africains, les Arabes, les Kosovars, les Indiens, les Afghans. Ça, je ne pense pas. Dans mon domaine de travail social et aussi de bénévolat depuis une vingtaine d'années en faveur des personnes migrantes, je rencontre, dans le cadre de notre association Sésame, le Centre social d'aide aux migrants, on rencontre souvent des cas où la personne a eu affaire à une discrimination raciale. Hein, voilà. Donc, pour être plus concret sur le terrain, par exemple, prenons l'exemple de la discrimination sur le marché du travail. J'aide, moi et mon équipe, on aide des personnes pour faire des recherches d'emploi, ou bien pour construire, pour construire un dossier de candidature. Il y a des catégories, hein. C'est bête, hein, mais c'est comme ça, on peut vraiment faire des topos. Alors souvent les personnes de couleur noire disent, mais Amel, on ne veut pas mettre une photo. Et ça dépend dans quel domaine. Alors, si on est dans le domaine de santé, les Africains et les Africaines me disent, non, il faut absolument mettre la photo parce qu'on est bien apprécié dans ce domaine-là. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et tandis que si on veut, par exemple, envoyer la candidature, la personne aimerait postuler dans une banque ou bien dans un autre domaine, elle me dit, ah non.
Surtout pas. Alors, surtout pas mettre la photo et surtout pas mentionner si la personne est naturalisée, surtout pas mentionner l'origine ou bien la langue parlée autre que le français ou bien une langue européenne. Donc oui, c'est une réalité et on vit avec ça. On essaye de vivre avec et dépasser. Vivre avec, c'est pas accepter, mais dépasser pour pouvoir vivre en paix quand même. Tout à fait, oui. Donc voilà, il y a par exemple ça qui existe que je pourrais quand même témoigner dessus. Je pense dans le monde de santé aussi, il y a pas mal des cas. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de cas dans le domaine de la santé parce que les gens arrivent affaiblis, ils ne sont pas dans cette notion de pouvoir. Ils ne sont pas dans cette notion de « je viens là avec ma veste et cravate ». Voilà. Donc, et quand je dis veste et cravate, j'enchaîne aussi sur le fait qu'effectivement, on peut aussi observer dans la société que en fonction de notre classe sociale, des études qu'on a fait ou de l'argent qu'on gagne, on peut se retrouver très vite du côté de ceux qui ont soi-disant le pouvoir et qui sont pas forcément racistes, hein, on n'est pas, mais voilà, on va retrouver cette notion de pouvoir qui pourrait générer aussi des discriminations. Oui. Moi, je reviens peut-être sur le fait que, bon, moi je m'appelle Josiane Chuente Kamsi Kezer. J'ai choisi de m'appeler Josie Kezer aussi parce que ça passait plus facilement et parce que c'était aussi ça m'a ouvert votre époux, le nom. Oui, bien sûr, mon nom marital, c'est sûr que voilà, mais je me suis quand même posé la question en me mariant, est-ce que je garde Chuente Kamsi? Mais professionnellement, en Suisse, ça allait plus me desservir que me servir. Oui. Voilà, ça c'est une réalité, on ne peut pas le cacher. Le fait, le nom, moi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes où « Ah, Josie Kezer, j'ai pas d'accent, vous venez de Suisse allemande. » Non, je suis camerounaise. Exactement. Non, je suis d'origine camerounaise. Ça fait rire, voilà. Mais c'est des alors on est en train de... Voilà. Oui. C'est pas forcément méchant, je veux dire, il ne faut pas non plus tout prendre pour du racisme, mais il y a cet inconscient collectif qui veut que on se méfie un peu quand le nom n'est pas tout à fait d'ici, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Voilà, c'est vrai ça. On aimerait bien rester sur les développements qui nous feront peut-être sourire, surtout en ce moment où on est encore en plein dans une pandémie. Mais on va pas, ce soir, c'est pas pour parler de pandémie. On va revenir sur le sujet du racisme. Dites-moi, est-ce que le racisme, puisque tout à l'heure vous avez abordé la question où vous étiez jeune en Tunisie, quand vous êtes devenu ado, ça commençait à devenir un peu compliqué quand il fallait faire des choix. Et je vous ai promis, on reviendrait sur la question. Le racisme, est-ce que ce racisme peut nuire à la sexualité? Ah oui, alors c'est vrai qu'après je laisserai Josie, donc vous êtes plus... Je suis spécialiste de la sexualité. Voilà, spécialiste de santé. Donc, alors Madame Kezer, allez-y. Non, mais quand même, il y a quelque chose de très important. Qu'en fait, dans mon parcours personnel, j'appartenais, dans mon pays natal, j'appartenais à la majorité. Hein? Arrivant en Suisse... Vous devenez la minorité. Voilà. C'est ça. Et ça fait vraiment, ça fait travailler la personnalité, l'identité, ça fait travailler beaucoup de choses à l'intérieur. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour qu'on arrive à un certain moment à dire « je m'accepte, je suis moi-même » avec toutes ces différences qui ne collent pas forcément à la société dans laquelle je vis, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas utile ou ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans ma place. Je suis dans ma place malgré toutes ces différences-là, mais il faut beaucoup de temps, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour comprendre. Je reviens juste sur une chose aussi que souvent on dit, voilà, c'est l'homme blanc qui discrimine l'homme noir. Ce n'est pas forcément comme ça, c'est toujours une question de pouvoir. Dans le nord africain, on est toujours des Africains, mais on discrimine pas mal la population noire. C'est une réalité, c'est une vérité. Arrivé à l'âge de l'adolescence, pour moi, c'était interdit d'aimer un noir. C'est comme ça. Vos parents avaient une raison ou non, c'était pas dit. Vous aviez une raison? Non, ce n'est pas dit. Josiane, vous avez parlé de quelque chose que Jung mettrait, notre psychiatre suisse, mais l'accent, c'est l'inconscient collectif. C'est un ordre, c'est de l'ordre de non-dit. Personne en Tunisie va venir dire à sa fille « ne te marie pas avec un noir parce que tu es blanche ». Mais c'est au niveau,
c'est de l'ordre de non-dit, c'est de l'ordre culturel. C'est comme aussi, par exemple, à Sésame, on a reçu un couple, une Suissesse avec un Espagnol, qui n'a pas je précise les nationalités pour voir qu'on est toujours dans le cadre européen. Tout à fait, oui. Mais elle n'accepte pas de le marier parce qu'elle vient de la bourgeoisie. Donc, pour dire, c'est comparable, hein, ces deux choses. Alors, moi, mais tandis qu'on est dans deux pays différents et dans deux continents différents. Tout à fait. Donc, voilà, ce sont des choses qui existent. Mais ce qui est plus dangereux, je crois, et puis que c'est là où on devrait faire un effort, nous, pour améliorer et changer les choses, c'est au niveau de non-dit. C'est l'inconscient collectif. C'est là où les choses sont très difficiles à décortiquer puis à changer. Parce que dans ce qui est conscient, c'est logique, c'est conscient, on peut écrire, on peut faire des choses scientifiques, on devient cartésien et puis du coup on trouve la solution, on change de pensée. Mais dans les non-dits, c'est très difficile à changer. Et là, le premier rôle, je crois, c'est le rôle de la famille, de la maman. Le rôle maternel, c'est très paternel aussi. Mais je pense que c'est très important pendant les 3 premières années de laisser jouer les blancs avec les noirs, avec les rouges, avec les musulmans, entre les chrétiens, les juifs et tout, et les athées. C'est là où ça joue, c'est pendant les 3 premières années. Si on arrive à déconstruire les non-dits par rapport aux différences entre les humains, je pense qu'on fera un grand pas dans l'humanité. Très rapidement sur la sexualité, Madame Kayser. Peut-être juste, je complète, juste parce que j'avais cette envie de partager ça. Le racisme, je pense, comme vous dites en Tunisie, est une idéologie qui veut que l'homme ait envie de dominer un autre homme. Que ce soit, c'est pour ça que le racisme existe autant au Cameroun, en Asie, en France. Le racisme existe partout, parce que c'est une idéologie de pouvoir. Alors, et ça, j'entends beaucoup de racisme anti-noir, où on met, parce que plus on parle de racisme, plus on accentue le racisme. C'est pour ça que je vous disais, je ne crois pas au racisme, je n'en parle pas, je parle à ce que j'aimerais voir, je parle à ce que j'aimerais laisser à mes enfants. Je n'aimerais pas leur laisser du racisme, j'aimerais leur laisser l'amour. Voilà. Et c'est sur ça que j'avais envie de compléter. Alors, on parlait de sexualité, puisque je suis spécialiste de la sexualité aujourd'hui. Est-ce que le racisme nuit-il à la sexualité? Alors, justement, je rigolais en fait avec cette histoire de spécialiste de la sexualité, mais ça va dans la suite de ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que peuple femme noire, on a souvent cette identité que on est plus sexuelle, plus chaude, enfin, excusez-moi des termes, mais plus à jouer avec notre corps, puisqu'on a ce corps qui a des formes. Souvent, on va identifier ou dans l'inconscient collectif, la femme noire va être plus à même de jouer avec son corps. Peut-être elle est moins intelligente du coup. Hein. Elle est réduite à ça. Elle est réduite un peu à ça. C'est pour ça que je rigolais avec cette histoire de spécialiste de la sexualité, parce que voilà, j'ai souvent eu des discussions autour de la sexualité. Pour moi qui aime réfléchir, qui aime utiliser donc mon cerveau plutôt que mes hormones, enfin même s'il n'y a pas de problème là-dessus, mais je me rends compte que parler le peuple noir, ou je parle du peuple noir parce que c'est celui que je connais le mieux, hein, je pense qu'il y a peut-être d'autres souffrances, mais le peuple noir ou l'homme noir est souvent réduit à un engin assez énorme, la femme, et ça c'est un symptôme du racisme. Des préjugés. Des préjugés de la société, du racisme qui va souvent catégoriser, encore une fois. Donc, et ça aussi, je pense que ça peut nuire à la sexualité dans un couple mixte ou simplement dans le regard sur une femme, parce qu'on a déjà des préjugés qui sont, à mon avis, pas forcément à même à construire ce lien du cœur, parce qu'on arrive dans... Alors, ce que j'apprécie bien, avant de quitter, c'est ce terme de symptôme. Parce que vraiment là, ça me plaît bien, parce que c'est comme le racisme, c'est une maladie, c'est un flux, c'est une maladie, comme le Covid en fait, c'est une maladie, mais plus qu'un virus, hein, un virus, on peut toujours le vivre avec, les virus, il faudrait vivre avec, mais une maladie ou quelque chose qui
qui rend le corps de l'humanité tellement malade en fait, mais de l'intérieur. Et c'est vraiment, c'est très difficile. Le Covid, on pourra peut-être trouver un vaccin ou un médicament, mais le racisme, c'est quelque chose qu'on a besoin de tous les humains ont besoin de se mettre ensemble en fait, pour enlever et puis faire quitter donc cette maladie de notre corps humain. Tout à fait. Merci à vous, mesdames, d'être sur notre plateau et d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais juste, pour éclaircir justement la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qu'il y a 25 ans, lors d'un référendum, autant pour moi, ayant eu lieu plus précisément le 25 septembre 1994, le peuple suisse a approuvé l'introduction de la loi sur la norme juridique antiraciste qui disait « Toute manifestation de racisme, de la xénophobie, l'extrémisme motivé, ainsi que la persécution et la discrimination pour des motifs religieux et ethniques est strictement interdite. » Là, ça me pousse à une question. Est-ce que quelque chose a changé? Vous n'êtes pas de cette époque-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, plus que hier, il y a quelque chose qui a changé en suivant le texte de loi? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui pourrait vraiment nous aider à comprendre que les actes racistes ont véritablement reculé? Ça, c'est difficile de le dire. Oui, alors je pense que c'est difficile de quantifier quelque chose. On ne quantifie pas un phénomène pareil. Je ne sais pas comment c'était en Suisse dans les années 90. Moi, je suis arrivée en fin des années 90 ici. Et puis, disons que si je compare les années de 2000, en tout cas, à maintenant, moi-même, je n'ai pas vécu, si, quand même, des discriminations. Disons, c'est pas vraiment raciste. On peut aussi dire racial, hein, mais c'est par ma langue, parce que je suis désignée que je suis arabe. Oui. À chaque fois, j'essaye de dire non, je suis africaine, je suis tunisienne, méditerranéenne, tout ce que vous pouvez. Je parle l'arabe, alors c'est comme dire aux Suisses, vous êtes français. Bah oui. Mais voilà, c'est un autre débat. Oui, hein. oui. Mais de dire non, alors oui, d'être traité de sale arabe, par exemple, j'entends, oui, c'est peut-être un peu plus avant. Hein, je dis, pour moi, que maintenant. Il y a quand même quelque chose qui change dans les mentalités ici. Oui. Alors, est-ce que c'est que la Suisse ou bien au niveau mondial? Je pense quand même ça suit quand même une certaine, la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, tout ça. Dans les années 2000, on n'avait pas Facebook, donc on ne pouvait pas non plus exprimer les choses comme les jeunes le font aujourd'hui. Et puis, je crois bien qu'il y a quand même une amélioration. Il y a un changement. Alors maintenant, je ne peux pas dire, moi, je ne suis pas experte pour le dire, mais il y a un changement quand même. Madame Kayser, est-ce qu'il y a des signes aujourd'hui qui prouvent le changement des mentalités vis-à-vis du racisme? Moi, ce que je constate, moi, c'est que on passe un peu de cet inconscient collectif vers un conscient collectif. Oui. Voilà, il y a des petites graines comme ça qui sont en train de germer par rapport à cette ouverture de cœur et à lâcher ce pouvoir dont on parlait pour se connecter plus au pouvoir du cœur, à la sensibilité, à l'environnement. Voilà, on constate que la population, en changeant, en voulant se reconnecter, parce qu'on est arrivé, je pense, à un trop-plein où beaucoup reviennent un peu en arrière, mangent bio, s'intéressent à l'environnement, ouvrent le cœur, on s'intéresse au bien-être. Du coup, on est en train aussi de revenir à ce pouvoir de l'amour dont je parlais, qui fait que forcément, quand le cœur s'ouvre, il n'y a plus de barrière. Il y a beaucoup de changements. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de noir, de blanc. Il y a un être humain en face de moi. Et c'est là où je prends conscience qu'avec le Covid-19 aussi, quand on arrive à des situations où on n'a plus de contrôle, où on se rend compte que notre savoir ne nous aide pas beaucoup, et ben on retourne peut-être chercher chez le voisin, écoute, chez vous, comment on fait ? Oui. Et on commence à s'intéresser vraiment à tiens, peut-être que l'autre pourrait être un soutien, pourrait m'aider. Et c'est là où je vois qu'il y a ce changement qui me réjouit énormément et qui me réjouit aussi d'y contribuer. Je suis fière de vivre dans cette époque parce que je peux contribuer à laisser aussi à mes enfants, je pense, une planète et des mentalités qui seront, à mon avis, plus bienfaisantes. Madame Amel Mbouchiba, dites-moi, aujourd'hui, quand on regarde les conséquences liées à ce fléau, est-ce qu'on peut énumérer véritablement les conséquences sur notre société liées à ce fléau, à ce racisme?
Qu'est-ce que vous entendez par conséquence? Qu'est-ce que les répercussions du racisme sur notre société actuelle? Il y a des conséquences, c'est clair, c'est oui. clair. Alors, oui. je ne sais pas si je peux me permettre de répondre à cette question. De mon point de vue, les conséquences du racisme sur la société du point de vue de celui qui souffre, oui. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ce manque de confiance qu'ont les Noirs envers leur couleur de peau, envers leur capacité à être intelligent, envers cet amour d'eux-mêmes qui est des fois vraiment tellement bas qu'on va changer notre couleur de peau pour devenir blanche, qu'on va vouloir mettre constamment des rajouts ou des extensions, qu'on va vouloir parler à l'occidental, ou quand on va retourner au pays, on va dire « Ah, moi je viens de Mbeng ou je viens d'Europe. » Oui. Et ça, ce sont des comportements qui sont pour moi les conséquences du racisme, d'un racisme qui s'est ancré de génération en génération, hein, oui. Ou même peut-être nos mamans nous ont transmis. Mais on voit par exemple, moi j'entends, je vais vous prendre un exemple concret, quand je sors mon appareil photo, oui. Devant ma maman, et puis que je mets le retardateur, et puis que l'appareil photo prend la photo toute seule, oui, oui. Elle me dit « Ah, les Blancs sont forts !» Non, maman, c'est un Asiatique qui l'a fait. Enfin bref. Oui. Non, mais dans ce sens-là, c'est que ces conséquences du racisme se sont aussi profondément ancrées que le racisme lui-même. Oui. Donc, en fait, on ne peut presque pas démêler le racisme de ses conséquences. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au monde, par exemple en Libye, hein, pour rester un petit peu chez nous, en Afrique. Oui. Cela dit, ça ne veut pas dire que les Sud-Américains ou bien les Cubains ou les Indiens, les Chinois ne vivent pas ça. Mais aujourd'hui, dans le cadre de nos pays d'origine, l'Afrique, regardez ce qui se passe par exemple en Libye, c'est quand même quelque chose, ça c'est conséquence, ça c'est une conséquence d'une éducation falsifiée, une éducation, fausse éducation, ou une fausse, en tout cas, comment je puisse dire ça pour que ça reste correct, mais c'est vraiment, on voit des conséquences réelles. Il y a des personnes... même des personnes blanches. Hein. Oui. Alors, ce qui se passe, par exemple, en Libye, comme on le sait, il y a l'esclavagisme, il y a une exploitation aujourd'hui des personnes qui arrivent pour pouvoir dépasser le On se souvient encore, hein, il y a quelques semaines, il y a eu des grandes manifestations, même à Genève, pour dénoncer. Exactement. Après, tout est resté dans les dénonciations, rien n'a été fait. Et ça continue justement dans ce sens-là. Ce n'est pas pour vous interrompre, ce n'est pas le débat non plus aujourd'hui. Ce n'est pas le débat, mais pour les mémoires, c'est vraiment rafraîchir les mémoires. Ce qui se passe, ce sont des conséquences réelles. Aujourd'hui, on les vit peut-être moins en Suisse. Ici, les choses sont un petit peu plus dissimulées peut-être dans des autres formes de discrimination, tandis qu'il faut bien ouvrir les yeux qu'ailleurs, on a une forme mais sauvage de l'esclavagisme. On revient comme si on voit des choses, des réalités, comme si on est 300 ans ou 400 ans dans le temps de Christophe Colomb. Donc pour dire qu'aujourd'hui, les conséquences sont là, on ne peut pas démêler de dire ça c'est le racisme et ça c'est les conséquences du racisme, ce sont les deux choses. Entremêlé, et puis c'est quelque chose que si on combat vraiment le racisme avec ses effets et aussi ses origines. Et je reviens sur les auteurs de racisme. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, il y a un appel à démolir les statuts des personnes qui ont incité racisme. Et peut-être, on peut être d'accord ou pas. Moi, je suis un petit peu, par exemple, personnellement, je suis un petit peu partagée entre deux, parce que vouloir effacer quand même mémoire collective, c'est pas le but non plus. C'est bien aussi si ces statuts restent pour rappeler. Mais si elles restent pour ne pas rappeler la vérité, c'est aussi le problème, le paradoxe. Donc aussi, oui, je suis d'accord qu'on les démolit. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau, de fraîche. Et là, ça vient. Il y a un changement. Vous voyez qu'il y a un changement quand il y a des initiatives. Des initiatives pareilles. Donc voilà. Il y a un changement aussi avec l'information qui est de plus en plus nombreuse autour au niveau mondial de ce qu'on vit. Je pense qu'avant, il se passait beaucoup de choses qu'on ne nous montrait pas. Maintenant, à force même depuis le fin fond de mon village, avec Facebook, je peux voir tout ce qui se passe dans le monde. Et je pense que ce changement, il s'opère aussi parce que les gens, ils sortent de l'ignorance. Ils sortent de l'ignorance. Et en sortant de l'ignorance, en acquérant du savoir, de la connaissance, on va aussi créer un changement en soi. Pour moi, ce changement, quand je suis arrivée en France, quand on parle d'intégration,
Mais pour une enfant de 16 ans, ça veut dire quoi s'intégrer? Et souvent, l'intégration pousse les peuples qui arrivent à vouloir, pour s'intégrer, devenir comme le peuple qui nous accueille. S'assimiler, prendre leur culture, parler comme eux, prendre leur couleur de peau, à tel point qu'on se déracine. Et ce déracinement peut être une conséquence, je ne peux pas dire que c'est une conséquence du racisme, non, mais c'est un besoin de vouloir des fois être le bon noir, celui qui s'est intégré, celui qui a réussi à être ami avec le peuple qui l'a accueilli, qui fait que on se perd tellement qu'on peut même, on trouve des noirs qui deviennent racistes même en Suisse. Donc c'est très profond, c'est très complexe, mais il y a des changements positifs grâce à l'information, grâce à la recherche, grâce au savoir et grâce aussi à ces discussions qu'on a aussi aujourd'hui. Il est très houleux le débat. Pour en sortir, je vais poser une dernière question. Quelle solution proposez-vous? C'est vrai que ce n'est pas en secouant une baguette magique qu'on trouvera des solutions, mais vous, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'observateur, en tant que personne issue de la migration, quelle solution proposez-vous à ce phénomène, à ce fléau, au racisme? Madame Moudiba, je commence par vous. Mouchiba, excusez-moi. Madame Mouchiba, dites-moi, quelle est la solution que vous proposez pour lutter contre le racisme? C'est très helvétique, hein. La solution, donc la formule magique, voilà, et c'est bon. On va la faire à la manière helvétique. Non, alors, pour revenir sur l'éducation et puis la socialisation, c'est vraiment le fondement, hein, parce que tout est faire depuis la base. Alors, si on n'attaque pas la base, alors ça, c'est un combat perdu. Voilà. Donc là, s'il y a quelque chose à faire, c'est vraiment au niveau de l'enseignement à l'école. Cette école obligatoire et gratuite ne devrait pas être juste simplement un lieu où on met nos enfants pour aller bosser. Hein, il faudrait vraiment qu'elle reprenne son rôle d'éducation et pas tout simplement d'inculquer des choses à nos enfants sans prendre compte de la culture de l'enfant, de l'origine de l'enfant et puis ainsi de suite. Donc c'est tout simplement les manuels scolaires. Il faut absolument revisiter cela et puis essayer d'épurer, d'enlever tout ce qui est très racial, très contre les juifs, les musulmans, contre les homosexuels, contre les lesbiennes, contre les noirs, contre les albinos, je ne sais pas, il y a tellement des contre qu'on peut mettre un listing, voilà. Donc essayez vraiment de parler au terme d'humain. Humain, et plus même homme et femme, je pense humain, de parler de l'humain, vraiment en termes d'humain à partir de la petite enfance. Après, il faut dépolluer les médias. Parce que ce qui passe, alors les gens, ils ont leur information d'où? C'est les médias, c'est la télévision, la radio, Facebook, Twitter, machin, c'est un peu ça. Donc là, il y a beaucoup de pollution aussi, parce qu'il y a tout qui peut, enfin n'importe qui peut dire n'importe quoi, sans qu'il y ait une base quelque part, je dirais moi, puisque je suis cérébralement scientifique, mais scientifique, donc voilà. Là aussi, les médias, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien travailler dessus et d'offrir aux citoyens, d'offrir à la population quelque chose de sérieux, quelque chose de bien travaillé. Quand on donne la parole aux personnes issues de la migration à l'ARENA, par exemple, il faut bien aussi voir de mélanger les c'est ce qu'on essaie de faire, nous, par exemple. C'est très bien, mais vraiment ça. La deuxième chose, c'est dépolluer les médias. Et puis de tout ce qui est racial, de toutes ces blagues. Voilà. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire comment tu disais avant, on vous disait une blague noire. Est-ce que tu peux nous faire, par exemple, ou bien quand il y a la musique de l'accent africain. Voilà, il y a Cheb Khaled qui commence. Et toi alors, c'est ta chanson, il faut vraiment que tu parles. Vous, Madame Kayser, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme solution contre le racisme? Une baguette magique, que vous la donnez, vous trouverez des solutions? Alors moi, si j'avais la baguette magique, je pense que j'emmènerais les gens à prendre conscience de leurs valeurs, à prendre conscience de cet amour de soi et
Et puis de prendre conscience, voilà, commencer à s'aimer, vraiment à aimer ses cheveux, à aimer sa peau, à sortir de cette identification au peuple blanc, pour ma part, et sortir de ce sentiment d'infériorité où voilà, on détient le corps mais pas le savoir, on détient la force, et voilà, sortir un peu de là en étant simplement conscient, en allant chercher aussi, lire, s'informer. On ne peut pas apprendre si on ne va pas lire, chercher des informations, si on ne va pas questionner des personnes qui ont travaillé sur ce thème-là. Et je pense que ce savoir peut nous aider aussi à sortir du racisme en tant que peuple noir. Oui. Je pense que du point de vue de la Suisse, on pourrait peut-être encore augmenter un peu les textes de loi qui interdisent et puis qui mettent un cadre et des sanctions même vis-à-vis de la discrimination raciale et toutes les discriminations d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment important. Et voilà, je pense qu'on peut encore un peu au niveau de la police, des forces de l'ordre, au niveau du travail, au niveau de la recherche d'emploi, au niveau voilà, je pense que vraiment il y a encore au niveau de la loi à mettre ce cadre en Suisse. Moi, je reviens peut-être sur cette part de l'humain. L'humain, c'est cette partie qui m'intéresse beaucoup, le développement de l'humain, parce que l'humain aujourd'hui pense et voit le monde comme il le pense. Oui. Alors, si on change la pensée de l'humain, alors il pourra peut-être lui-même voir le monde d'une autre manière. Et je pense que de là, avec ce que vous disiez au niveau de l'éducation, avec dès le bas âge, des fois, j'ai envie de dire, les adultes, il faut les laisser un peu finir comme ça. Mais non, parce qu'aujourd'hui, le peuple noir, dans celui qui souffre, c'est celui qui doit créer du changement. Oui. Parce que ce n'est pas à l'autre de venir créer du changement pour nous. C'est nous qui devons changer, c'est nous qui devons prendre conscience que je ne veux plus ça. Maintenant, ça, pour que ma vie change, je dois changer ça. Je dois changer mon propre regard sur moi-même. Je dois changer ma propre valeur sur moi-même. Je dois changer cet amour de moi-même qui fait que je me positionne vraiment en tant qu'être humain, capable de réfléchir, capable de parler, de s'exprimer, capable de comprendre, d'expliquer quelque chose, d'être créatif. Et dans cette créativité, j'invite aussi les Africains, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, à entreprendre, à oser créer leur vie, à oser mettre des projets en place. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on sort de cette attente de « aidez-nous » à « je construis ma vie, je mets des choses en place et peut-être que dans cette construction, je trouverai des gens qui vont m'aider parce que voilà, on a besoin. Mais c'est en me mettant en chemin que sur ce chemin-là, je vais trouver de l'aide. Mais si j'attends l'aide, et c'est pour ça que je suis aussi un peu contre cette aide en Afrique où on donne de l'argent partout, parce qu'on n'aide pas les gens en leur donnant de l'argent. On les aide en venant sur place les soutenir, on les aide en les éduquant, en transmettant un savoir. Enfin, il y a plein de manières d'aider, mais aujourd'hui, d'ailleurs, on voit depuis toutes ces années où on a des aides financières, l'Afrique ne se porte pas beaucoup mieux. Donc, il y a peut-être manière à réfléchir. Donc, sortir de cette dépendance du peuple faible, sortir de nous, en fait, on n'est pas assez intelligents, c'est eux qui sont intelligents, c'est eux qui créent des choses, la technologie, c'est l'Occident. Et puis, peut-être mettre aussi en avant tous ces acteurs noirs qui ont apporté leur contribution à la NASA, apporté leur contribution. Parce que quand on peut s'identifier à un noir, on prend aussi conscience de sa valeur. Et voilà le rôle de médias. Voilà. Quand on peut s'identifier, parce qu'aujourd'hui on s'identifie à des poupées Barbie blanches, on s'identifie à la Sainte Vierge Marie qui est blanche. Je veux dire, on s'identifie à toutes nos identifications, où nos symboles aujourd'hui sont blanches. Donc du coup pour nous, c'est un peu difficile des fois de trouver notre place. Et c'est à nous, et l'équilibre, et justement de se retrouver d'égal à égal, d'être humain à être humain. Je vous dis merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle nos invités. Madame Amel Bouchiba, vous êtes travailleuse sociale. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir d'avoir votre point de vue sur la question du racisme. Madame Josiane Kayser, vous êtes entrepreneuse. Oui. Je rappelle que vous êtes dans le cadre de la santé et du bien-être comme activité d'entrepreneuse. Exactement. Merci d'avoir accepté. Super, vous venez du canton de Fribourg,
Je viens de Fribourg et pour moi c'est important dans cet élan de construction de dire que j'ai récemment créé une entreprise qui s'appelle Gakomo, qui veut dire je t'aime dans ma langue. Et pour moi c'est ça partage de l'amour un peu. Ouais, alors là, voilà, moi c'est mon moteur, l'amour. Et pour moi, c'était justement l'idée d'entreprendre, de créer ma vie et de créer à partir de mes racines, en mettant ma touche, parce qu'aujourd'hui, je me sens métissée culturellement. Ça fait 20 ans que je vis en Occident, je me sens métissée, mais c'était important pour moi de construire cette identité depuis mes racines à travers cette société que j'ai créée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met un terme à ce débat. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur Diaspora Télévision Suisse. Il y en a tellement à dire sur la question, peut-être à une autre occasion. Mais aujourd'hui, c'est un premier pas pour suivre justement l'élan de solidarité à travers le monde pour la lutte contre le racisme. À très bientôt sur Diaspora Télévision Suisse. Merci.